L'interview que vous allez écouter aujourd'hui a été enregistrée il y a environ 9 mois. Ça s'appelle planifier très longtemps à l'avance. Il y a 9 mois, donc, j'ai eu la chance de rencontrer Laura, qui est une collègue. Elle est professeure de français pour les Italiens. Laura est italienne et on s'est rencontrés au restaurant pour discuter un peu de son parcours, de ce qui l'avait amené à apprendre le français et à l'enseigner plus spécifiquement aux Italiens. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Avant de vous laisser écouter l'interview, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le PDF qui contient le vocabulaire et les expressions que nous avons utilisées pendant cette interview. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Et autre annonce très importante, les inscriptions pour mon cours de niveau B2, qui s'appelle Objectif français B2, vont bientôt réouvrir. Si vous voulez enfin vous sentir complètement vous-même quand vous parlez français, c'est le cours qu'il vous faut. Et je vous laisse vous inscrire sur la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description. Vous recevrez ensuite par mail toutes les informations concernant l'ouverture des inscriptions. Je vous disais donc que j'avais rencontré Laura au restaurant, donc excusez un petit peu les bruits des cuisines que vous allez entendre, mais je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Laura, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de t'être déplacée jusqu'ici aussi pour cette interview. Ça me fait très plaisir, vraiment merci. Merci à toi Elisa. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu enseignes donc le français aux Italiens. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail Voilà. Avec plaisir. Alors oui, je suis italienne et je suis prof de français. De français pour les étrangers. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je me concentre plus sur les Italiens parce que j'estime pouvoir les aider mieux. Que d'autres élèves qui ont une langue maternelle différente, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Donc, tu es sur Instagram Oui, je suis sur Instagram. J'ai aussi un compte, une chaîne YouTube, une page Facebook, TikTok. Je suis partout. À peu près. Je pense qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. Exact. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça exactement? Alors que je suis sur les réseaux, ça fait à peu près, je crois, 3 ans. Donc j'ai commencé avec la chaîne YouTube d'abord, mais après j'ai un peu arrêté. Et là, j'ai repris un peu une activité vraiment régulière depuis janvier de cette année, à peu près. Ok. Et comment t'en es arrivé là? Alors si on part vraiment du début, comment t'en es arrivé à être un peu passionnée, enfin, je dis passionnée parce que c'est ce qui me vient en tête, mais j'imagine que c'est la vérité parce que quand on t'entend, on se dit, si t'es pas passionnée, tu peux pas atteindre ce niveau de français. Du coup, ça te vient d'où? Et aussi, comment, en fait, t'en es venue à être prof de manière générale? Alors, je pourrais te raconter plein de choses et je suis pas quelqu'un qui est trop capable de résumer. Quand on lui pose une question, quand on me pose une question, j'ai envie de tout raconter, de parler pendant des heures. Mais je vais essayer de te raconter un petit truc. La première fois que j'ai rencontré ma prof de français, j'avais 16 ans. Et quand elle a commencé à nous expliquer un peu les nasales et d'autres sons que moi je trouvais bizarres et que j'avais jamais dû reproduire, je me suis dit, mais moi, je vais jamais faire ça. J'avais honte, en fait, de prononcer c'est quelque chose qu'on a souvent, surtout. Ouais, c'est une étape de la vie de tous les gens qui apprennent des langues. Ouais. Oui, c'est ça, surtout quand tu as 16 ans. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi le français? J'ai pas du tout envie d'apprendre ces sons-là, je me sens bête. Donc, au début, c'était un peu compliqué, mais j'ai toujours aimé le français, la langue française, je la trouve très charmante. C'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est vrai. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, c'est pas grave si, je me sens un peu bête, ça ira mieux petit à petit. C'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne.
c'est comme ça pour tout le monde. Et donc vraiment, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je veux vraiment atteindre un super niveau. Et je veux aussi être prof. À un moment donné, j'ai pris cette décision. C'était quand à peu près ça? Est-ce que tu étais au lycée? Je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière. Non, c'était l'année d'après, je voulais dire. Okay. Donc j'avais 17 ans. Juste après, en fait. Juste après, un an après, je me suis dit, je veux être prof et tout. Et depuis, voilà, j'ai fait mon parcours pour le devenir et j'ai commencé à enseigner un peu le français en Italie. Et après, j'ai décidé de m'installer en France. Donc, j'avais jamais eu la possibilité de vivre en France avant, donc pendant mes études. Et à un moment donné, je me suis dit, c'était un rêve quand même, celui d'aller vivre en France. Et voilà. Et donc là, ça fait combien de temps que tu t'es installée en France? Ça fait 8 ans. Au mois de septembre, ça va faire 8 ans. 8 ans. Et t'as toujours habité au même endroit? Oui, toujours à Nice. Toujours à Nice. Ok. Oui. Ah, cool. J'ai pas bougé, effectivement. Mais c'est vrai que Nice, c'est bien parce que moi, je viens de Bergame. Donc, c'est une ville qui est à une demi-heure de Milan. Et donc, c'est pas loin de Nice. C'est quoi, 4h30 de route en voiture. Donc, c'est vrai que c'était un bon compromis parce que j'étais pas loin de ma famille, de mes amis. Et en même temps, donc moi, je rêvais de vivre en France et de vivre à côté de la mer. Donc, c'était Nice, c'est vrai, c'était Nice, pour ça, c'est un emplacement idéal, quoi. Exactement. Et il y a aussi un mode de vie très méditerranéen, proche de l'Italie, etc. Donc, le mode de vie ressemble un petit peu plus. Et du coup, au moment où tu es devenue prof, donc tu as toujours été prof de français. T'as jamais été prof d'italien pour les Français. Et est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais? En fait, depuis que je suis en France, j'ai aussi été prof d'italien et d'anglais. Parce que j'ai fait du coup des études de langue et littérature étrangère. Donc, j'avais aussi l'anglais. Et bon, après, je suis italienne, donc c'est vrai que quand on est prof de langue, de devenir prof d'enseigner donc sa propre langue, c'est assez naturel, on peut dire. C'est pas trop compliqué si on est déjà prof de langue. Et donc, vu qu'il y avait beaucoup de demandes à Nice justement pour des cours d'italien, j'ai donné aussi pas mal de cours d'italien. Et voilà, donc oui, j'ai enseigné aussi d'autres langues. Et c'est vrai que le français, surtout le français pour les Italiens, c'est vraiment, je sais pas, j'avais vraiment envie d'aider les Italiens parce que un Italien qui veut apprendre le français va forcément faire un peu le même parcours que moi et je sais que je peux l'aider. Oui, parce que tu l'as déjà fait et t'es arrivé à un niveau et j'ai envie j'ai envie de leur donner des astuces, des techniques pour atteindre un bon niveau plus facilement. Et c'est quoi le genre de difficultés fréquentes que rencontrent tes élèves italiens, typiquement? Il y a des aspects qui sont liés sûrement à la prononciation. Et d'ailleurs, ils font des erreurs dont ils se rendent pas compte, pas forcément compte. Et ils pensent que c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'il faut se faire un peu l'oreille. Donc, c'est pas évident de comprendre la différence entre certains sons. Ouais, il y a des choses qu'on n'entend pas au début. Exact. En fait, c'est à force de vraiment écouter. Pour moi, c'était pareil d'ailleurs. Oui. Donc, je comprends ça aussi. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de facilité pour les Italiens. Mais en même temps, ça peut aussi poser problème, cette facilité, parce que des fois, on est trop confiant, on pense que il y a un truc qui marche exactement comme en italien, alors que non. Et donc, c'est là qu'on peut avoir des difficultés. Donc, il est important de savoir... les faux amis, ce genre de choses. Oui. Ou des constructions différentes. Oui, donc des fois, on pense ah oui, mais c'est pareil, alors que non. Donc, il faut savoir... C'est vrai que la base commune, elle est quand même très, très grande. Ouais. Vraiment, ça aide beaucoup. Mais après, c'est vrai que, comme dans toutes les langues, quoi, il y a des faux amis, des constructions qu'il faut
repérer, apprendre. Mais en même temps, je pense vraiment qu'on a de la chance, nous les Italiens, si on veut apprendre le français, parce qu'il y a plein de choses qui sont exactement pareilles. Et vu que j'ai eu des élèves de nationalités différentes, donc j'ai eu des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Slovaques, des Bulgares, donc des gens qui vraiment parlaient des langues complètement différentes. Et donc je me suis rendu compte que les Italiens, on a beaucoup de chance parce que on peut apprendre le français beaucoup plus facilement. Simple, ouais, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et est-ce que le français, c'est une langue qui est beaucoup enseignée en Italie? Bah oui, mais avant c'était plus. Il y avait plus de comment dire, on l'enseignait plus. Le français avant, en fait, il avait la place que maintenant l'anglais a prise. Donc avant, c'était le français. C'était vraiment la langue que tout le monde apprenait en Italie. Donc, ma mère, par exemple, elle a appris le français à l'école. Il n'y avait pas l'anglais. C'était beaucoup appris, mais de moins en moins quand même, quoi. Oui, exactement, parce que par rapport à la place qu'il avait avant, presque on l'enseigne plus. Parce qu'avant, vraiment... Et du coup, vous apprenez, enfin je dis vous, mais les élèves à l'école, ils apprennent quoi? En première langue, l'anglais, et après une deuxième... En deuxième, je crois que c'est... On a l'espagnol, le français et... Peut-être le français et l'espagnol un peu au même niveau, mais peut-être l'espagnol c'est un peu plus. Les élèves choisissent un peu plus l'espagnol. Donc on a, je crois, espagnol, français et après l'allemand, je crois. Mais je suis pas tout à fait sûre. Je dirais que c'est un peu la même chose en France, mais on remplace le français par l'italien. Et encore, l'espagnol il est quand même plus enseigné, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai l'impression que l'espagnol, quand même, ici, a pris beaucoup plus de... Souvent, c'est LV2 espagnol pour beaucoup de personnes. Et alors, pour en revenir à ton installation en France, donc ça fait 8 ans que tu es là, mais est-ce que au début... Alors, on va dire que Nice, c'est peut-être la plus italienne des villes de France. Mais est-ce que tu as quand même eu des petits chocs culturels? Ou alors, est-ce que même tu as voyagé peut-être dans d'autres villes de France et tu t'es dit, tiens, ça, j'avais jamais vu, ou ça me paraît bizarre, ou... Je pense que j'ai eu un choc culturel la première fois que je suis venue à Nice, que j'étais allée à Nice. Bon, là, on n'est pas à Nice, mais du coup, voilà, la première fois que je suis allée à Nice. Mais j'étais à la fac et j'avais, je crois, 20 ans. Et donc, j'apprenais le français, mais voilà, j'avais jamais vécu en France. Et je me souviens que j'étais allée dans un bar avec, du coup, ma tante et ma mère. Je voulais un peu montrer que, voilà, je pouvais parler français. Et du coup, j'ai tutoyé le serveur, qui avait à peu près mon âge. Et donc, je lui ai dit, tu peux nous apporter, je sais pas moi, 2 cafés, je sais pas quoi. Et lui m'a dit, mais vraiment, il était hyper gêné. Il m'a dit, mais on se connaît ou quoi? Genre, vraiment, il a très mal pris. Et moi, j'étais choquée parce que en Italie, en fait, il est hors de question de tutoyer quelqu'un qui a ton âge, surtout si t'as 20 ans. Si t'as 40 ans, c'est différent. Mais à 20 ans... Ouais, tout le monde se tutoie dans tous les contextes. Oui. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, j'étais choquée parce que je dis, mais pourquoi il a mal pris Du coup, ça, c'est ce que j'avais remarqué. Et depuis, je l'ai toujours bien expliqué à mes élèves qu'il faut vraiment faire attention. Parce que nous, on a ouais, c'est vrai. Et moi, à l'inversement, en fait, j'ai du mal à tutoyer, par exemple, en espagnol ou en italien. En fait, quand je vais au restaurant, souvent, on me dit tu, etc. Et je me dis, ah oui, en France, ça se fait pas. Vraiment, principalement au restaurant, mais aussi dans les hôtels, enfin les services, tout ce qui est l'industrie du tourisme, etc. On met vraiment beaucoup de formalités, quoi. Donc, il y a toujours le vous qu'on utilise à chaque fois, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, je suis tellement habituée à l'utiliser en français que quand quelqu'un me dit en France, on peut se tutoyer, j'arrive pas. Ouais, c'est vrai. Je suis trop habituée maintenant. J'ai été aussi trop traumatisée par cette expérience. Ouais. Mais je pense que dans la vie de beaucoup de Français, tu sais, ce passage où entre 20 ans
enfin, entre 18 et 22 ans, où on t'a toujours tutoyé quand t'étais enfant, etc. Et quand il y a quelqu'un qui commence à te dire vous, ça te fait un gros choc aussi. J'imagine. Ah, ça y est, je suis adulte. Et alors une question qu'on m'avait posée dans les commentaires sur, je sais plus sur ce que c'était, YouTube ou Instagram, de la part d'un Italien qui m'avait dit, à ton avis, est-ce que les Français ressemblent plus aux Italiens ou plus aux Allemands? Et j'avais trouvé que c'était une question à laquelle on ne pouvait pas donner de réponse en fait. C'est quoi ton avis là-dessus? Donc on t'a demandé si les Français ressemblent plus culturellement aux Italiens ouais, ou voilà. aux Allemands. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est une question bizarre quand même. Je croyais que tu allais me dire ils ressemblent plus aux Italiens ou aux Espagnols. Parce que c'est plus on a plus une base commune, disons. Ouais, latine je pense aussi, ouais. Les Allemands, j'aurais pas fait de comparaison avec les Allemands. Mais oui, c'est vrai que moi, ce que je pense, c'est que on pense souvent, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette question, même si c'est pas vraiment une réponse à cette question. Non, mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être vraiment connaît culturellement, qui connaît pas vraiment la France et qui se pose la question par rapport à la géographie. Donc, c'est vrai qu'en fait, la culture, c'est plus important que la géographie dans certains cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je crois que avant de m'installer en France ou d'avoir des expériences vraiment en France, comme celle que j'ai racontée tout à l'heure, je croyais vraiment que France et Italie, c'était pareil. Je croyais que la culture était vraiment presque la même. Alors que non, pas du tout. Pas du tout, c'est peut-être un peu exagéré, parce que bien sûr, si je pars au Japon, oui, ouais, là c'est vraiment une culture. Pas du tout. Voilà. Mais quand même, il y a beaucoup de différences entre la culture italienne et la culture française. Donc, c'est pas pareil. Non. Et c'est important de connaître justement la culture française. Et je pense d'ailleurs que souvent, en Italie, on considère un peu les Français comme voilà, des gens très réservés et c'est pas trop un problème, mais ils pensent que peut-être qu'ils sont un peu hautains, voilà, plutôt que réservés. Oui, ça c'est le cliché vraiment. Voilà, mais c'est un cliché parce que c'est une question de culture, c'est pas le caractère. Être hautain, c'est quelque chose qui fait partie du caractère de quelqu'un. Ouais. Ça peut pas être culturel. Ouais. Non, moi je trouve donc non, c'est pas. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer un pays où tout le monde est arrogant. Exactement, même, tu vois ce que je veux. C'est exactement ça. Ouais. Et je pense que c'est vrai qu'on est assez réservé de manière. Enfin après, voilà, encore c'est différent au cas par cas. Il y a des personnalités vraiment différentes, mais c'est vrai que si on compare à des culture, ou je pense par exemple aux Espagnols ou même aux Américains qui ont plus tendance à parler fort, qu'on remarque au restaurant, etc. Oui, c'est vrai qu'en général, les Français, ils parlent à un niveau un peu plus bas et oui, et d'ailleurs, je me suis tellement habituée à ça aussi. C'est vrai. Oui, que quand je vais au resto et des fois, ça m'arrive d'entendre quelqu'un qui parle assez fort, c'est toujours des Italiens. et là, je comprends pourquoi d'ailleurs nous on est connus pour être des gens qui parlent très fort parce que c'est vrai. Oui, et puis et c'est culturel encore une fois, c'est pas. Et je pense que même dans l'intonation en fait dans l'accentuation des mots, ça joue parce que le français c'est quand même une langue plutôt plate, on va dire. Donc peut-être que les gens parlent plus doucement parce qu'il n'y a pas besoin justement d'accentuer vraiment. Oui, nous on marque vraiment beaucoup surtout les consonnes, donc c'est beaucoup plus dur. C'est plus musical. C'est l'allemande des langues latines. Mais oui, voilà, donc c'est culturel et donc il faut pas penser que les Français n'ont pas envie d'être plus, je sais pas moi, sociables. C'est juste différent. Ouais, c'est différent et c'est que on parle pas non plus facilement à tout le monde en fait. Enfin, je sais
pas. À chaque fois, moi, je compare aux États-Unis parce que je sais pas, j'ai la référence des films en tête ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, on va pas parler avec des gens qu'on croise au supermarché ou bien discuter de petites choses je sais pas, aborder des gens dans la rue, en leur faisant un compliment. C'est vraiment pas du tout français, Exact. ce genre de choses, ouais. Mais oui, et je trouve que ce côté-là, donc tout ce qui est attitude ou voilà, euh, il faut connaître tout ça aussi quand on apprend une Ouais. langue. Ouais, et pas arriver en ayant des préjugés sur le caractère des gens. Exactement, oui. Et alors pour en revenir à Nice, encore une fois, donc tu t'es installée là-bas, mais à Nice, est-ce que les gens ont un accent J'ai l'impression que l'accent de Nice, peut-être que je me trompe, mais il est moins fort que l'accent marseillais, par exemple. Mais par contre, est-ce qu'il y a des expressions ou des choses comme ça qui t'ont posé problème, peut-être que tu avais une image en fait du français un peu standard, et en fait qu'à Nice, ça reste vraiment le sud de la France, donc c'est assez marqué au niveau de l'accent, des expressions et tout ça. En fait, il faut dire qu'à Nice, il est difficile de rencontrer des Niçois. Je connais pas énormément de Niçois. Ok. Ça m'est arrivé, surtout voilà, avec mes cours et tout ça, d'en connaître. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé qu'ils avaient un fort accent, pas du tout le même accent qu'à Marseille ou ailleurs dans le sud de la France. Et mais après, voilà, ça m'est arrivé aussi d'apprendre quelques expressions typiques du patois niçois, et qui souvent d'ailleurs ressemblent beaucoup à l'italien. Et on voit l'influence un peu de l'italien. Mais sinon, à Nice, c'est vrai que il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde entier. Je dirais pas que de la France. C'est vraiment très multiculturel en fait. Donc, j'ai pas trop eu cette non, cette pas impression. de difficulté au niveau des accents et tout ça, quoi. Non, pas trop, franchement. Ok, intéressant. Je pense qu'à Marseille, l'expérience est peut-être un peu différente. Ouais. Et enfin, alors ma dernière question. Oui. Alors, je pense que pour les gens qui ont écouté le podcast, ils ont dû se rendre compte que ton accent en français, il est vraiment parfait. Qu'est-ce que tu conseillerais? Enfin, je parle de ton accent, mais vraiment de tout aussi, parce que tu fais aucune faute, voilà, tout parfait. Merci. Qu'est-ce que tu conseillerais si tu devais donner ton meilleur conseil à quelqu'un qui veut justement atteindre le niveau que tu as en français? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que si c'est pas ton métier, c'est pas grave. Oui. Je pense que ça, c'est hyper important à dire. Parce que si c'est ton métier, tu veux être prof. Bien sûr qu'il faut avoir un très bon niveau, c'est normal. Mais sinon, d'atteindre un très bon niveau, c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et donc, des fois, c'est pas nécessaire, je pense. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai toujours pensé, quand j'étais élève, à la fin de mon parcours, je parlerai parfaitement comme un natif. Parce je trouve qu'on ne dit pas assez, on ne dit pas suffisamment que c'est très compliqué, en fait, d'atteindre le niveau d'un natif. Et donc, quand on apprend une langue, en tête, on a toujours ce niveau final qu'on aura à un moment donné. Et on pense qu'à un moment donné, on parlera comme un natif, mais c'est très rare. C'est très rare et c'est d'autant plus difficile quand on n'habite pas dans le pays d'ailleurs, exactement. C'est vraiment beaucoup de travail. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui veut améliorer son français ou une autre langue aussi, le plus important, c'est sûrement d'être très attentif à chaque fois que quelqu'un parle. Donc un natif, quand on entend quelqu'un parler, il faut faire très attention. Donc la conversation, pour moi, ça a jamais été avec un natif, un français ou même un anglais. Ça a jamais été la même conversation qu'avec un italien. Parce que quand je parle avec un italien, je fais pas trop attention à comment la personne parle. Mais si, par contre, quand je parle ou quand je parlais avec un français ou un anglais, je faisais très attention à la manière
qu'ils avaient de T'essayais parler. d'absorber un peu Oui. des informations. C'était vraiment mon cerveau, il était activé Ouais. au maximum pour comprendre, pour faire attention aux petits détails et tout ça. Et après, ce qui marche énormément, c'est ce dont on parlait aussi toi et moi, c'est-à-dire de écouter et répéter. Oui. C'est tellement banal à dire, mais c'est ce qui marche le plus en fait. Bah Il faut oui, imiter. c'est ça. C'est un peu comme ça que les enfants apprennent. C'est ce que j'allais dire. On peut pas non C'est comme plus ça. trouver 1 milliard de méthodes à chaque fois plus innovantes les unes que les autres. Mais parce que Écoutez, je pense répéter, vraiment c'est qu'il n'y a déjà pas pas, mal. il y a pas d'autre façon. C'est Ouais, pas, ouais. parce qu'en plus, c'est vraiment une question de muscles qu'on va utiliser. Mhm. Donc, il faut vraiment s'entraîner, tout comme on s'entraîne pour n'importe quel autre sport. Oui, exactement. Travailler ton oreille et travailler vraiment les Les muscles muscles. de ton visage Exactement. et travailler ton articulation pour Oui. rendre tout ça plus fluide. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose de très long. Exactement. Il faut beaucoup de temps. Long et qui prend du temps et de la volonté aussi. De la volonté, oui. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Elisa. C'était un plaisir. très Merci de m'avoir intéressant. rencontrée. Merci de m'avoir parlé de ton parcours. Et peut-être qu'on se refera un autre épisode. Avec grand Un plaisir. de ces jours. Merci. Merci beaucoup. L'interview s'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver les réseaux sociaux de Laura, elle est sur Instagram et sur YouTube comme elle l'a dit. Je vous laisse le lien dans la description. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Et comme je vous l'ai dit également, vous pouvez télécharger le PDF gratuit qui contient la transcription de cette interview et le vocabulaire utilisé. Et encore une fois, si vous voulez atteindre un niveau avancé en français, c'est-à-dire le niveau B2, je vous laisse cliquer sur le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente pour l'ouverture des inscriptions de mon cours Objectif français B2. Et je vous dis à très bientôt.